la semaine dernière, nous nous sommes concentrés sur les maladies monogéniques et les bases génétiques de celles-ci, qu'on a vu que sont relativement simples. Un seul gène suffit pour déclencher une maladie. Mais aujourd'hui, nous allons complexifier un peu plus ce concept et nous allons explorer les questions suivantes. Que désigne-t-on exactement quand on parle des traits polygéniques ou de maladies polygéniques? Et en quoi ces traits et maladies sont différents à celles ou ceux qui ont une architecture génétique simple, c'est-à-dire monogénique, comme la semaine dernière? Et comment on identifie les bases génétiques des maladies polygéniques? Et enfin, quels sont les impacts de l'étude de ces maladies polygéniques sur la santé? Revenons encore un instant sur l'exemple classique de maladie monogénique qu'on a vu la semaine dernière, la mucoviscidose. Nous avons vu qu'elle s'hérite selon un mode autosomique récessif. Donc, quand les parents sont porteurs sains d'une mutation associée à la mucoviscidose, environ 25% de sa descendance va hériter les 2 copies du gène muté et va développer la maladie. Mais même dans le cas de la mucoviscidose, donc une maladie considérée comme l'archétype de maladie monogénique, la réalité s'avère plus complexe. Parce que pas tous les individus atteints de mucoviscidose vont développer les mêmes manifestations cliniques. Et la sévérité de la maladie va varier fortement entre individus. Une façon d'expliquer cette variabilité phénotypique, c'est l'hétérogénéité allélique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le gène principal à l'origine de la mucoviscidose, donc CFTR, comme on a vu la semaine dernière, il y a plus de 2000 mutations différentes, divisées en 6 classes, dépendant de le type de défaut ou d'impact que ces mutations auront sur la protéine CFTR. Donc, selon l'impact que ces différentes mutations auront sur la protéine, cela peut entraîner des manifestations cliniques plus ou moins sévères. Cependant, ce qui est encore plus surprenant, c'est que des individus avec exactement la même mutation, voire dans la même famille, donc exactement la même mutation dans le gène CFTR, peuvent développer des manifestations cliniques différentes. Ce qui suggère qu'il y a d'autres facteurs qui sont impliqués dans la sévérité et la manifestation de la maladie. L'environnement et des facteurs socio-économiques, tels que le tabagisme ou l'accès limité aux soins, peuvent jouer un rôle important. Par exemple, des facteurs environnementaux, ici en rouge, peuvent affecter la taille et le poids des patients atteints de mucoviscidose, ainsi que leur fonction pulmonaire ou l'apparition d'une occlusion intestinale distale. Donc, vous pouvez le voir ici en rouge. Toutefois, une partie de cette variabilité dans la manifestation clinique de la maladie serait attribuable à la génétique que vous pouvez voir en bleu ici. Et cela suggère l'influence d'autres gènes qui vont affecter la sévérité de la maladie. Et là, on parle de gènes modificateurs. C'est un concept important. Autrement dit, ces gènes modificateurs ne vont pas déclencher la maladie. La maladie est déclenchée par le gène principal CFTR. Mais ces gènes modificateurs vont moduler, vont altérer la manifestation clinique de la maladie. Un nombre croissant de gènes modificateurs a été identifié. Ici, vous avez les facteurs non génétiques. Et aujourd'hui, on a une liste chaque fois plus importante des gènes modificateurs qui vont légèrement altérer la manifestation clinique de la mucoviscidose. Par exemple, va entraîner une réponse immunitaire moins importante chez les patients atteints de mucoviscidose,
vont-elles entraîner une augmentation du risque de fibrose pulmonaire? Ou au contraire, parfois, ils vont entraîner une réduction des symptômes de la mucoviscidose et ils vont compenser quelque part le défaut entraîné par la mutation principale dans le gène principal CFTR. À noter que la plupart des variants génétiques sur les gènes modificateurs ne sont pas des variants rares, comme, heureusement, les mutations dans les gènes CFTR à l'origine de la mucoviscidose. La plupart des variants génétiques des gènes modificateurs sont des variants qui sont fréquentes dans la population. Donc, toute cette histoire de la mucoviscidose, donc encore une fois, un peu quintessence de ce qui serait une maladie monogénique, c'était vous montrer déjà la complexité des bases génétiques, même des maladies simples. Et on va le complexifier aujourd'hui et encore pire vendredi prochain, vous allez voir. Donc, la découverte des gènes modificateurs, ajoutée aux corrélations variables entre certains génotypes et certains phénotypes, même dans les maladies monogéniques les plus emblématiques, a mis en lumière ces frontières floues entre ce schéma qu'on a vu le premier jour, entre les maladies à architecture génétique simple, monogénique, comme la mucoviscidose, qu'elle est très monogénique, mais quand même, elle est un peu oligogénique, ça veut dire quelques gènes impliqués parce qu'il y a des gènes modificateurs. Et on verra des exemples, que c'était comme par exemple la taille. La taille peut se comporter, comme vous allez le voir, d'une façon monogénique, dans des cas rarissimes, mais en général, la taille est polygénique, ça veut dire des centaines de gènes impliqués, voire omnigénique, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que certains phénotypes complexes, la plupart de notre génome, directement ou indirectement, seraient impliqués. Un exemple donc de maladie qui peut se comporter d'une façon monogénique, un seul gène suffit, mais souvent polygénique. Vous allez le voir avec Thomas Bourgeron tout de suite après moi dans le cadre de l'autisme. Je vous prie, si vous avez le temps, comme à chaque fois, de rester, parce que c'est rare d'avoir un spécialiste comme Thomas Bourgeron dans ce cas. Un autre exemple, c'est la tuberculose. La tuberculose, il existe des formes dites monogéniques de cette maladie, notamment celles associées à des mutations dans les gènes de la voie IL-12 interféron gamma. Ces mutations entraînent une immunodéficience primaire et donc une susceptibilité accrue aux infections au mycobacterium, y compris, mais pas seulement, Mycobacterium tuberculosis, donc l'agent causal de la tuberculose. Toutefois, c'est des situations extrêmement rares et la plupart des fois, la susceptibilité, le risque accru à la tuberculose présente une architecture polygénique, c'est-à-dire beaucoup de gènes sont impliqués, chacun ayant un impact individuel très faible, mais d'une façon additive, comme on le verra tout au long du cours d'aujourd'hui, ça va légèrement augmenter ou diminuer notre risque à développer la maladie. Cette complexité dans l'héritabilité des maladies dites polygéniques ou complexes, je vais l'utiliser parfois d'une façon un peu presque synonyme, avait été déjà remarquée par Francis Galton et ses collègues quand nous l'avons vu rapidement lors du premier cours. Certains traits, tels que la taille ou la pression artérielle, suivent une distribution normale dans la population, c'est-à-dire gaussienne, comme vous pouvez voir ici, et varient de manière continue et ne suivent pas les lois mendéliennes classiques de dominance ou récessivité. Donc, dans ces cas, la plupart des individus présentent un phénotype
intermédiaires et des individus à phénotype extrême sont des cas rares. Donc, Galton et Pearson furent parmi les premiers à explorer l'hérédité des traits complexes. Donc, pas à la Mendel, que c'était des traits très simples que faisaient que certains petits pois étaient verts et d'autres étaient jaunes ou rugueux. Et en adoptant, Galton et Pearson, une approche formellement basée sur la statistique et jetant ainsi les bases de la biométrie moderne. Et comme nous avons vu aussi rapidement, Ronald Fisher, il démontra qu'il n'y a rien d'opposé entre héritabilité mendélienne et héritabilité complexe, en démontrant pour la première fois que l'héritabilité de la maladie complexe n'est pas autre chose que la somme des plein de petits effets mendéliens, chacun hérité d'une façon mendélienne, mais qu'ils ont un poids, chacun de ces mutations et chacun de ces gènes, individuellement très faible sur le trait ou la maladie qu'on est en train d'étudier. La taille, évidemment, c'est un cas emblématique de traits complexes et polygéniques. Si elle était déterminée, la taille, par un seul gène à 2 allèles, comme on a vu, avec une transmission strictement mendélienne, on s'attendrait, dans cette salle, qu'il y a soit des individus petits, soit des individus grands. Point. Or, ce n'est pas le cas. Il y a, si on prend les 150 que vous êtes, j'imagine, ici, on a une distribution normale, classique. Toutefois, certaines mutations monogéniques peuvent avoir un effet majeur sur la taille, entraînant des phénotypes comme on l'a vu rapidement aussi la semaine dernière, l'achondroplasie, donc une forme de nanisme causée par des mutations dans le gène FGFR3, mais aussi certaines mutations précises vont être associées au syndrome de Marfan dues à des mutations dans FBN1 qui entraînent une grande taille et des anomalies du tissu conjonctif. Mais évidemment, ces exemples sont une exception. Dans la population générale, la variabilité de la taille est principalement déterminée par un grand nombre de gènes. Donc, contrairement aux formes monogéniques, qui sont rares et souvent associées à des anomalies marquées, cette architecture génétique de la taille explique la variation continue observée dans la population générale sans distinction nette entre les catégories. D'autres traits présentent des écarts similaires aux attentes mendéliennes, suggérant une architecture polygénique comme l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, la schizophrénie et beaucoup d'autres. Si certaines formes rares de ces maladies, y compris celles-ci, peuvent exister et peuvent résulter dans certaines familles de l'existence de mutations très rares mais très pénétrantes, ça veut dire que la plupart des individus qui portent la mutation développent la maladie, la majorité des cas résultent de l'interaction entre des centaines, voire des milliers de gènes et l'environnement. Alors, comment on explore les bases génétiques des maladies complexes ou polygéniques? Donc, pour cela, les approches se sont orientées vers des modèles polygéniques issus de la génétique quantitative. Ces modèles permettent d'estimer l'héritabilité de divers traits en s'appuyant notamment sur des études de jumeaux et de familles. Dans les années 80, l'approche privilégiée était l'analyse de liaison, que nous avons vu aussi la semaine dernière. Mais pour rappel, cette approche vise à identifier les régions du génome, donc 3, 4, 5 ici, 3, 4, 5 ici, 3, 4, 5 ici, qui s'égrègent, c'est-à-dire qui sont plus présents chez les individus atteints que le hasard ne voudrait. Mais le problème, c'est que, tandis que
ces approches ont été couronnées de succès dans le cas des maladies monogéniques, ils se sont avérés avoir un succès beaucoup plus limité dans le cas des maladies complexes et polygéniques. C'est pour ça que vers la fin des années 90 et début des années 2000, il y a eu un passage progressif de l'analyse de liaison vers l'analyse d'association. Et c'est ça qu'on verra. Lorsqu'on utilise l'analyse de liaison, donc l'étude de famille, comment ça s'égrège entre les individus à temps, pour les maladies complexes, il est possible d'adopter des analyses dites non paramétriques en étudiant des paires de frères et sœurs affectés. Donc en moyenne, comme vous savez, 2 frères et sœurs partagent 50% de leur génome. Donc encore une fois, en examinant des marqueurs génétiques tels que les SNP qu'on a vu lors du deuxième cours, à travers le génome d'une grande collection de frères et sœurs et de leurs parents, est possible d'identifier des régions du génome qui s'égrègent avec la maladie complexe donnée. Cependant, le succès limité dont je vous parlais de l'analyse de liaison dans le cadre des maladies complexes est dû au fait que ces régions du génome qui étaient identifiées comme ségrégeantes avec la maladie sont souvent immenses, contiennent beaucoup de gènes et en plus, les analyses de liaison nécessitent beaucoup plus de familles à étudier que les analyses d'association cas contrôle. Ça veut dire quoi? L'étude des analyses d'association se sont révélées beaucoup plus adaptées dans le cadre de l'étude des traits aux maladies complexes, comme la taille, les maladies cardiovasculaires, voire le Covid-19. Donc ces méthodes sont centrées sur la comparaison entre des groupes d'individus qui sont atteints d'une maladie, on va dire la tuberculose, et on va les comparer avec un groupe de témoins non malades. Et on va chercher des différences de fréquence allélique dans les gènes entre les individus malades et les non malades. J'y reviendrai tout de suite. La seule chose importante de cette tableau, c'est que ça montre le nombre de familles nécessaires pour trouver les gènes responsables. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est la liaison et les études d'association, et on voit que quel que soit le risque que la mutation va conférer à la maladie, et quelle que soit la fréquence de ces mutations associées au risque de la maladie, il faut toujours beaucoup plus d'individus dans les analyses de liaison que pour les analyses d'association. Raison pour laquelle il y a eu ce passage dans les années 90-2000 vers l'analyse d'association. Donc, au début, les études d'association étaient faites en utilisant une approche dite gène candidat. Qu'est-ce que ça veut dire une approche gène candidat? On choisissait un gène sur la base de nos connaissances biologiques sur ce gène. Par exemple, on voulait étudier la susceptibilité génétique au paludisme ou la susceptibilité génétique à l'infection par HIV. Et nos connaissances biologiques à nous, avec tous les biais qu'ils peuvent avoir, nous disaient « Ah, je connais un gène qui s'appelle DARC, que ce gène est exprimé sur la surface des globules rouges et on sait que ce gène est la porte d'entrée dans les globules rouges dans des agents causaux du paludisme Plasmodium vivax. De même, pour HIV, on connaît un gène, CCR5, qui code un récepteur que c'est l'entrée d'HIV dans les cellules. Donc, sur cette base, on allait chercher des mutations dans le gène DARC, en bleu, ou dans CCR5, aussi en bleu, et qu'est-ce qu'on trouvait? Que la mutation bleue est présente à des fréquences beaucoup plus importantes chez les témoins que chez les malades. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette mutation dans DARC, par exemple, protège les individus
du paludisme. Et dans ce cas, c'est vrai, c'est un vrai exemple, parce qu'il y a une mutation dans le gène d'ARC qui s'appelle daphinul, qui fait que vous n'allez pas exprimer le récepteur, vous n'allez pas l'avoir. D'ailleurs, c'est une mutation perte de fonction. Et c'est un exemple emblématique, comme parfois, perdre un gène peut s'avérer avantageux. Vous perdez ce gène, ça veut dire que vous n'exprimez pas ce récepteur à la surface des cellules, et donc, Plasmodium vivax, simplement, ne peut pas rentrer dans le globule rouge. Bon, toutefois, ces deux exemples que je vous montre sont des exemples hyper simples, et encore une fois, un des rares exemples où ça marche super bien. Parce que, en général, les études gène candidat, c'est-à-dire celui que nous choisissons le gène sur la base de nos connaissances biologiques, souvent ne sont pas réplicables. Ça veut dire quoi? Que vous trouvez, là sont des vraies associations, mais dans la plupart des cas, vous allez étudier après un gène impliqué dans telle maladie, dans une autre cohorte ou dans une autre population, et vous ne trouvez pas l'association. Et c'est à partir des années 2000, avec l'avènement des technologies permettant d'étudier le génome dans son ensemble, comme on a vu déjà ces semaines passées, que les études pangénomiques ont débuté. C'est quoi les études pangénomiques? C'est les études de tout le génome. Et souvent, vous allez m'entendre dire GWAS, parce que c'est comme on les appelle. Et GWAS, c'est l'acronyme de l'anglais Genome Wide Association Study, que ça veut dire simplement une étude d'association pangénomique. Et là, ce qu'on fait, c'est on a des groupes de patients, que comme je vous ai dit déjà, on compare à des groupes de malades, de témoins sains, on extrait leur ADN et on compare les fréquences de mutations chez les patients et chez les témoins pour, in fine, pouvoir identifier des variants génétiques associés à la maladie par rapport à des variants génétiques non associés à la maladie. Alors, comment ça marche? Tout d'abord, il faut... comment ça marche en GWAS? Voyons les différentes étapes. Tout d'abord, il est nécessaire de constituer une cohorte, c'est-à-dire d'organiser la collecte d'un grand nombre d'individus afin d'étudier les bases génétiques d'un phénotype donné. Donc la taille de l'échantillon nécessaire, et ça on va le voir, est calculée, estimée à l'aide des calculs de puissance statistique. On peut avoir deux types de cohortes. Des cohortes, comme on vient de voir, cas témoins, serait la plupart des cas quand on veut étudier une maladie, donc des malades et des non-malades, ou on peut avoir aussi une cohorte que c'est la population générale. Dans le cas, par exemple, d'un trait, comme la taille, ce n'est pas un trait dichotomique, c'est un trait continu. Donc, on prend nous tous et on va étudier le génome de nous tous. Et la taille aussi, c'est un phénotype très étudié parce que c'est très facile à étudier, comme vous pouvez imaginer, par rapport à d'autres phénotypes. Donc, pour chaque individu, les données phénotypiques sont collectées qui correspondent aux traits ou maladies d'intérêt, ainsi que d'autres variables pertinentes pour l'étude, telles que des marqueurs physiologiques, cliniques ou encore des caractéristiques démographiques pertinentes qui peuvent influencer nos phénotypes, comme l'âge ou le sexe. Donc, les stratégies de recrutement doivent être soigneusement définies car elles peuvent induire des biais dans les données obtenues. Par exemple, des cohortes largement utilisées, on l'a vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, comme la UK Biobank, donc la fameuse cohorte britannique, ils ont recruté des participants selon une stratégie basée sur le volontariat, ce qui a conduit à un échantillon généralement plus en bonne santé que la population générale si on prenait 60 000 personnes qui sortent du métro à l'aveugle, par exemple.
et d'un niveau socio-économique un peu plus élevé que la population générale. Différents groupes d'origine ethnique ou géographique peuvent être inclus dans la cohorte, à condition, on le verra, que la structure génétique sous-jacente de la population soit prise en compte, afin d'éviter des faux positifs. J'y reviendrai parce que ça a été un des problèmes majeurs de confusion dans l'interprétation des GWAS. Une fois les individus recrutés, donc on obtient l'ADN pour chacun, et on passe au génotypage, c'est-à-dire la caractérisation génétique de chaque individu, que peut se faire à l'aide des puces de génotypage, c'est-à-dire un ensemble prédéfini de quelques millions de SNP, on l'a vu, où on peut séquencer le génome entier. Après cette étape, il est crucial, donc on séquence, on a les données génétiques pour chaque individu, il est crucial de vérifier la qualité des données génétiques. Cela inclut le filtrage des individus et des variants génétiques problématiques. Par exemple, pour les individus, on exclura les individus qui présentent des discrépances entre le sexe déclaré et le sexe génétique, des individus qui présentent un apparentement entre non déclarés aussi, parce que ça inclut un bruit, et des individus qui présentent des valeurs très différentes aux autres par rapport à leur structure génétique. Par rapport aux SNP, on va filtrer tous les SNP qui sont rares ou monomorphes, parce qu'un exime monomorphe, ça veut dire que ce n'est même pas un SNP, c'est-à-dire que tout le monde est A. Donc, ça ne sert à rien, ainsi que ceux qui sont manquantes pour une partie des individus. Donc, je vous disais, l'ascendance génétique, le profil génétique de chaque individu, c'est très important qu'il soit pris en compte pour éviter ce qu'on appelle la stratification de la population. Par exemple, ici, vous avez, si dans le groupe de cas, les individus sont principalement d'origine asiatique, et dans le groupe témoin, je vous donne un exemple hyper exagéré, les individus sont plutôt d'origine européenne, on pourrait trouver des différences génétiques entre les malades et les non-malades qui n'ont absolument rien à voir avec la maladie. Elles reflètent juste des différences génétiques de base entre ces deux populations, d'origine asiatique ou européenne. Donc, pour tenir compte de ce potentiel facteur de confusion, l'ascendance génétique est généralement prise en compte par un processus itératif utilisant l'analyse en composantes principales. Les génotypes de tous les individus sont utilisés pour définir des groupes ayant des profils génétiques ressemblant, similaires entre eux. Donc cette étape permet d'abord d'identifier et d'exclure des valeurs aberrantes, puis de calculer et d'inclure ces composantes principales comme covariables dans les modèles de régression qu'on utilise pour faire analyse d'association. Et donc, ça nous permet de tenir compte même de la structuration de la population très fine. Imaginez qu'on veut faire un GWAS de la taille dans la population européenne, en admettant, faussement, que la population européenne est très homogène. On dit, il n'y a pas de problème, tout le monde est européen, d'origine européenne, donc les gens sont homogènes. Mais vous pouvez voir que même au sein de l'Europe, ça c'est une autre analyse en composante principale, il y a des légères différences entre l'Europe du Nord, l'Europe centrale et l'Europe du Sud. Donc si vous voulez étudier la taille entre les Finlandais et les Siciliens, en moyenne déjà, il y a une légère différence de taille,
Donc vous allez trouver des mutations faussement associées à la taille, simplement parce qu'il y a plein d'autres mutations qui distinguent ces individus. Donc, juste pour comment dire, donner de l'importance à bien considérer la structure de la population dans les études génétiques afin d'identifier des vraies associations avec le trait ou la maladie qu'on est en train d'étudier. Une fois ça, on passe à l'étape d'imputation. Ça veut dire quoi? C'est que la plupart des GWAS utilisent des puces de génotypage parce qu'évidemment, c'est beaucoup moins cher. Et évidemment, vous avez besoin de milliers d'individus. Donc, il y a une considération financière. Et on n'a pas alors tout le génome des individus. Et ce qu'on va faire, c'est on a les génotypes des individus, ici vous les voyez, 1 ou 0, et comme vous avez des points d'interrogation, sont des positions dans le génome que la puce de génotypage ne couvre pas, ces positions-là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez des bases de référence, d'où l'importance de ces bases, comme 1000 Génomes ou TopMed, et pour lesquelles vous avez la séquence complète des individus, et en gros, dépendant de la combinaison des autres positions alléliques, vous pouvez imputer, déduire, au fond, quel sera l'allèle pour les positions qui sont manquantes dans vos études, dans votre étude d'association. Donc, une fois les données prêtes, des tests statistiques sont réalisés pour détecter les associations, c'est-à-dire quelles mutations dans quels gènes sont associées à la taille, à l'autisme ou au paludisme. Et les tests plus couramment utilisés dans les GWAS sont la régression logistique pour les traits dichotomiques, par exemple, présence ou absence d'une maladie, ou la régression linéaire pour les traits quantitatifs, donc la taille, le poids, des traits continus. Des covariables tels que l'âge, le sexe et l'ascendant génétique, qu'on vient de voir, sont incluses dans les modèles afin de corriger la stratification et d'éviter les biais de confusion évoqués il y a quelques minutes. Ensuite, la force de l'association entre chaque variant génétique et le phénotype est évaluée à l'aide de la valeur P. Plus la valeur P est faible, plus est moins 8, moins 9, moins 36, plus forte et plus robuste est considérée l'association. En outre, pour chaque variant significativement associé au phénotype étudié, il est possible d'étudier dans quelle mesure chaque mutation affecte le phénotype. Autrement dit, dans quelle mesure cette mutation impacte la taille, très peu, peu ou un peu plus. Et ou dans quelle mesure telle ou telle mutation augmente le risque de développer une maladie. Donc, dans le cadre des maladies très discrets, les résultats sont généralement présentés en forme de rapport de cote, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais Lodz ratio. Par exemple, un rapport de cote égal à 1, ça veut dire que cette mutation ni augmente le risque ni le diminue. Mais un rapport de cote supérieur à 1, ça veut dire que cette mutation augmente le risque de développer la maladie. Et inférieur à 1, ça veut dire que diminue le risque. Pour le GWAS de phénotype continu, comme la taille, les résultats sont souvent présentés sous forme de taille d'effet, c'est-à-dire ce qu'on appelle les coefficients bêta, qui simplement vous dit dans quelle mesure telle mutation impacte la taille ou le poids. Et étant donné qu'un GWAS analyse des millions de variantes, les risques d'obtenir des faux positifs est élevé. Et pour corriger ce biais, des méthodes de correction pour tests multiples sont appliquées, notamment la correction de Bonferroni
ou le contrôle de taux de fausses découvertes FDR. Le seuil actuellement utilisé pour déclarer si une mutation est associée significativement à un trait, en général, ça varie entre populations et de traits, mais en général, on dit que la valeur P doit être inférieure à 5 fois 10⁻8. Donc tout ce qui est au-dessus de la ligne rouge sera considéré, on va y revenir, comme significative. Pour accroître la robustesse des résultats, une méta-analyse est souvent requise. Ça veut dire que vous avez votre cohorte que vous avez étudiée, et après, vous allez mettre les résultats de votre étude avec d'autres études déjà publiées pour augmenter la taille de l'échantillon. Toutefois, la référence en matière d'analyse d'association reste la réalisation des études de réplication. C'est-à-dire, vous avez fait une analyse sur 9000 individus qui présentent du paludisme provenant du Gabon. Vous allez faire exactement la même chose, mais vous allez aller au Sénégal, par exemple. Donc, ce qui est important, c'est répliquer votre étude dans une cohorte indépendante, et si vous tombez sur les mêmes gènes, là, on commence à considérer que l'association est robuste. Et enfin, une fois on a identifié des mutations dans des gènes associés à une maladie, on peut faire des analyses fonctionnelles, j'y reviendrai, pour comprendre quel est l'impact de cette mutation à niveau moléculaire ou cellulaire. Alors, comment on visualise les GWAS? Il y a deux façons de les visualiser. Celle plus utilisée, c'est ce qu'on appelle un graphique Manhattan, ou un Manhattan plot. Ce nom vient évidemment de l'apparence caractéristique de ces graphiques qui rappellent la silhouette des grands tours, des gratte-ciel de New York. Donc chaque point, ici, correspond à un SNP dont la position sur l'axe des axes reflète sa localisation génomique sur les différents chromosomes. Et l'axe des ordonnées, ici, reflète la significativité de l'association. Donc la ligne rouge que vous voyez ici, encore une fois, est le seuil de significativité à 10⁻8. Or, ce graphique que je vous montre, c'est dans le cas où vous avez un GWAS extrêmement réussi, parce que vous voyez beaucoup d'associations. Dans la vraie vie, le Manhattan plot serait plutôt comme ça. Et déjà, vous avez beaucoup de chance, parce que vous avez quand même 3 régions qui sont fortement significatives. Une autre façon de présenter les GWAS, c'est les QQ-plots. Il permet d'évaluer la distribution de valeurs P observées ici par rapport aux valeurs de significativité attendues en absence d'association. Donc, attendu en absence d'association, vous avez la ligne rouge et une déviation des points noirs au-dessus de la ligne rouge indique soit des vraies associations, soit une stratification de la population qui n'a pas été bien corrigée. Donc la question suivante, c'est comment on peut distinguer des vraies associations. Pour cela, il y a tout un schéma à suivre. Donc, revenons sur le Manhattan plot, et où vous avez différentes associations. Mais dans chaque tour, comment vous savez quelle est l'association causale? Donc, pour cela, il faut faire ce qu'on appelle une cartographie fine ou fine mapping. Cette méthode permet de réduire un grand nombre de SNP en un set crédible de variants et ensuite prioriser le variant le plus susceptible d'être causal. Par exemple, des méthodes comme SUSY, entre autres,
utilise des modèles bayésiens pour établir la probabilité qu'un SNP soit causal, souvent celui qui présente le niveau de significativité plus important. Ici, vous pouvez voir, ça c'est un zoom de cette partie-là sur le chromosome 15, et vous voyez, avec des méthodes bayésiennes et autres, que au sein de tous ces SNP-là, celui qui a plus de probabilité d'être le SNP causal, c'est ce SNP en bleu. Une fois identifié le SNP potentiellement causal, on veut comprendre qu'est-ce qu'il fait, ce SNP. Et pour cela, on fait appel aux annotations fonctionnelles du génome. Ça veut dire quoi? On a vu différentes bases de données qui vous donnent la structure de la région génomique et d'autres. Donc ici, vous avez, déjà on sait que notre SNP est localisé, notre SNP bleu est localisé ici, donc on sait déjà qu'il n'est pas dans un gène. On voit qu'il est dans une région intergénique, entre le gène A et le gène B. On voit également que notre SNP bleu est localisé dans une région qui présente un pic, comme vous voyez ici, d'attaque sec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre SNP bleu est localisé dans une région où la chromatine est ouverte. Si la chromatine est plus ouverte, ça veut dire que c'est une région potentiellement plus active d'un point de vue de régulation de l'expression génique. Et on voit aussi que notre SNP bleu est localisé dans une région, vous voyez ici encore qu'il y a un gros pic, de cette marqueur épigénétique H3K27AC, que c'est un marqueur épigénétique associé à des régions de chromatine actives impliquées dans la régulation. Donc déjà, ici, on se dit notre SNP bleu est probablement impliqué dans la régulation de l'expression génique. Mais la question suivante, c'est mais de quel gène? Du gène A, du gène B ou d'un autre gène beaucoup plus loin? Et pour ça, on utilise en général la cartographie des loci influençant l'expression génique, ce qu'on appelle des EQTL. Et en gros, vous prenez vos SNP, toujours le même, hein, ici, et ce que vous voyez, c'est que dépendant du génotype que vous avez, pour ce SNP donné, AA, AG ou GG, vous voyez que le génotype de ce SNP va influencer l'expression génique du gène A. Et vous faites la même chose pour tous les autres gènes, et vous voyez que le SNP bleu est un SNP de régulation qui influence l'expression du gène A. Donc, vous le savez déjà, l'impact moléculaire de votre variant génétique associé à une maladie. Une autre façon de le faire, c'est beaucoup plus général aussi, en parallèle, et vous allez prendre pas que votre variant bleu de chromosome 15, mais vous allez prendre tous les autres, ici, et vous allez faire une analyse d'enrichissement. Autrement dit, vous allez dire, je prends toutes mes variants génétiques que je viens de voir associées à la tuberculose, par exemple, et je demande dans quelle voie biologique on les trouve plus souvent. Et vous voyez que la plupart de vos mutations associées statistiquement à la tuberculose sont plutôt dans des voies biologiques impliquées dans la réponse immunitaire innée. Donc là, vous vous dites, ça fait du sens, ça appuie mes résultats. Si vous étudiez l'IMC, l'indice de masse corporelle, comme approximation à l'obésité, et vous voyez que la plupart de vos mutations tombent dans des voies biologiques impliquées dans la régulation du métabolisme lipidique, ça fait du sens, ça fait beaucoup plus de sens que si vous trouvez que vos mutations associées à l'obésité sont impliquées dans les connexions neuronales. Quoique, il y a beaucoup d'effets indirects aussi. Mais c'était juste pour vous montrer un peu
comment on passe de la mutation à l'impact de la mutation sur le phénotype moléculaire. Ce qu'il faut retenir pour les analyses GWAS, c'est que l'hypothèse sous-jacente que l'on cherche à identifier des variants fréquentes dans la population, pas rares, comme on a vu la semaine dernière pour les maladies monogéniques. On essaye d'identifier des variants génétiques qui sont fréquents dans la population et qui augmentent un peu notre risque génétique. Cependant, pour qu'un GWAS soit le plus efficace possible, il est essentiel de s'assurer que la cohorte possède une puissance statistique suffisante. Donc, plusieurs éléments peuvent affecter la puissance, notamment la taille de la cohorte. Évidemment, plus la taille, ici c'est la taille de la cohorte, par rapport au nombre de gènes identifiés comme associés à une maladie. Évidemment, plus la taille est grande, plus vous allez identifier des gènes. Ici, c'est le cas de la taille, la stature. Vous pouvez parfois arriver à une certaine saturation. Par exemple, ici, vous voyez que ça peut rester un plateau ici. Ça veut dire que les bases génétiques du poids, de l'IMC, en l'occurrence, ça s'arrête là. Il n'y en a pas plus. La proportion des cas et de contrôle, quand vous travaillez sur une maladie, est importante, car il faut que ce soit équilibré. Car s'ils ne sont pas équilibrés, le nombre de cas et le nombre de témoins contrôle, cela peut réduire la capacité de détecter des associations. La taille de l'effet des variants génétiques peut avoir une influence importante. La taille de l'effet, c'est encore une fois dans quelle mesure cette mutation augmente de 1, 2, 3 ou 10 cm la taille. Dans quelle mesure cette mutation augmente de 10%, 20% ou 100% votre risque de développer une maladie. Donc ça, c'est important. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que à cohorte constant, vous avez ici la fréquence des mutations dans la population et la puissance pour détecter des associations. Ici, c'est la taille de l'effet. Donc, vous pouvez voir que pour des mutations qui ont une taille d'effet faible, c'est très difficile. Et quelle que soit la fréquence de ces mutations, mais si leur impact sur le phénotype est très faible, vous avez très peu de puissance statistique. Et plus la taille de l'effet est importante, plus la puissance de l'étude pour les détecter sera là. La couverture du génome est également importante. Plus vous couvrez le génome, plus vous examinez tous les variants du génome, plus de chances vous avez d'identifier les associations. Et enfin, et ça c'est majeur, et pas souvent suffisamment mis en avant, une bonne définition du phénotype. Vous étudiez par exemple les bases de susceptibilité à la tuberculose. Mais il n'y a pas une tuberculose. Peut-être il y a 10 formes de tuberculose. Thomas Bourgeron va vous en parler beaucoup mieux que moi. Il va vous montrer qu'il n'y a pas un autisme. Il y a des dizaines, voire, je ne suis pas spécialiste, vous le verrez avec lui, d'autisme avec S à la fin. Donc, si vous ne définissez pas bien ce qu'on appelle les endophénotypes de la maladie, vous réduisez énormément votre puissance pour détecter des vraies associations. Voyons maintenant quelques exemples de GWAS. Les premières datant de 2005. Ça, c'est le premier GWAS qui a été fait. Donc, il est assez emblématique, vous allez voir pourquoi. Ils ont voulu étudier les bases génétiques du risque de développer la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Cette maladie de l'œil affecte la macula, une partie de la rétine qui est responsable de la vision centrale et la perception des détails fins. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est une vision classique, et ça c'est une vision si vous avez
le DMLA. Cette affection se développe généralement chez les personnes de plus de 50 ans et peut entraîner une perte de vision progressive. Il y a divers facteurs de risque, notamment l'âge, évidemment, une exposition excessive à la lumière ultraviolette et une mauvaise alimentation, mais aussi la génétique. Et donc cette première étude a servi de preuve de concept, démontrant qu'une GWAS pouvait être plus efficace de ce qu'on pouvait anticiper. Parce que ce qui était remarquable ici, en 2005, c'est qu'ils ont génotypé environ 100 000 SNP, donc c'était au début des puces de génotypage, pas comme aujourd'hui, qui sont des millions de SNP, et, attachez-vous, sur une cohorte composée de 96 malades et 50 témoins. Comme nous l'avons vu, une telle taille de cohorte est dépourvue d'aucune puissance statistique nécessaire pour détecter une association significative, à moins que la mutation que vous cherchez, que vous ne la savez pas encore, ait un effet, dans la fameuse taille d'effet, sur le phénotype immense. Donc, ils ont fait une étude de puissance et ils se sont dit la puissance statistique nécessaire pour que dans cette cohorte de 96 malades et 50 témoins, ils puissent trouver quelque chose, c'est que la mutation, si elle existe associée à la maladie, doit avoir un rapport de cote, donc le fameux odds ratio, de 6. Ça veut dire que vous avez 6 fois plus de chances de développer la maladie que si vous n'avez pas, 6 fois plus de risques de développer la maladie que si vous n'avez pas cette mutation. Donc, ils ont réalisé ce petit GWAS et ils ont découvert une mutation dans le gène CFH, donc Complement Factor H, et la mutation augmente de 7,4 le risque de développer la maladie. Donc, évidemment, c'était une chance incroyable qu'ils ont eue. Mais là, vous voyez un résultat positif. On ne sait pas toute la quantité de chercheurs qui ont fait la même chose, ils n'ont rien trouvé, parce que souvent les résultats négatifs ne sont pas publiés. Donc, la chance qu'ils ont eue, c'est que le risque de la mutation est exceptionnellement élevé, se rapprochant de ce qu'on pourrait observer dans les conditions d'ailleurs monogéniques, où je vous rappelle que ce sont des mutations toujours rares, mais qui ont un effet très fort. Vous avez la mutation, vous développez, oui, la maladie. Ce n'est pas le cas dans les GWAS. Ce sont des mutations fréquentes qui augmentent un peu le risque que vous développez la maladie. N'oubliez pas que la plupart des rapports de cote, donc le risque, dans les maladies complexes, diabète, schizophrénie, maladies cardiovasculaires, c'est entre 1 et 2. C'est-à-dire 1, ce n'est pas de risque, hein, mais si vous avez 1,2, 1,5, ça c'est super classique. Ça veut dire que vous avez 20% plus de risque ou 50% plus de risque. Là, un rapport de cote de 7, ça veut dire que vous avez 7 moins 1, que c'est rien, il vous en reste 6, 600% plus de risque. Donc c'est immense. Donc 2 ans plus tard, en 2007, il y a eu la première GWAS à grande échelle, qui a été menée par un consortium financé par la fondation britannique Wellcome Trust. Donc cette étude a adopté une approche cas témoin portant sur 7 maladies très fréquentes dans la population, donc 14 000 cas et 3 000 témoins, parce que c'était une taille de corps immense pour l'époque. Donc les chercheurs ils ont utilisé une puce de génotypage d'environ 500 000 SNP et ils ont appliqué plusieurs filtres pour exclure quelques individus et quelques SNP qui ne passaient pas, ne satisfaisaient pas les contrôles de qualité. Donc à l'issue de ces analyses, ils ont identifié 24 régions du génome, ici en vert,
qui sont associés significativement à ces 7 maladies. C'est-à-dire, une région du génome est associée significativement aux troubles bipolaires, une pour la maladie coronarienne, 9 pour la maladie de Crohn, 3 pour la polyarthrite rhumatoïde, 7 pour le diabète de type 1 et 3 pour le diabète de type 2. Il est important de noter que la plupart des associations identifiées ici, ils ont une taille d'effet modeste, parce que c'est le cas toujours, c'est-à-dire des rapports de Kotre entre 1,2 et 1,5, ce qui veut dire entre 20 et 50% plus de risque de développer la maladie. Donc, dans la plupart des cas, ce sont des tailles d'effet modérées. Donc, ces premières découvertes ont éclairé la compréhension des bases génétiques des maladies complexes pour la première fois, et surtout, ils ont fourni des perspectives méthodologiques pour la poursuite des GWAS. Donc, où on en est 20 ans après? Donc, 20 ans après, exactement 20 ans après le premier GWAS, donc 2025, le nombre d'études GWAS n'a pas cessé d'augmenter, comme vous pouvez voir ici, jusqu'à 2022. On observe en rouge que la taille des échantillons étudiés est passée de quelques milliers au début à plusieurs centaines de milliers d'individus aujourd'hui qui sont étudiés. Cette augmentation de taille de la cohorte a eu un fort impact sur le nombre d'associations identifiées, comme l'indique la courbe verte, ce qui a permis de détecter des mutations ayant un effet plus faible sur le phénotype, qui ne peuvent pas être mises en évidence que dans les larges cohortes. Et vous allez dire, mais à quoi ça sert avoir plein de mutations, que chacun a un effet modeste sur le phénotype, sur la maladie, voire un effet très faible. Vous allez voir dans quelques minutes à quoi ça sert. Quand on additionne tout ça, et on peut prédire après le risque. Donc aujourd'hui, on a une base de données qui s'appelle GWAS Catalog, qui recense toutes les GWAS, toutes les études d'association qui sont faites. On y constate qu'en date de début mars de cette année, elle répertorie plus de 7000 publications et plus de 700 000 associations. Qu'est-ce que ça veut dire association? C'est chaque paire, SNP, maladie ou trait. Par exemple, vous voyez ici qu'il y a environ 640 associations reliées à des maladies du système digestif, 1600 pour les maladies cardiovasculaires et environ 1100 pour les maladies métaboliques. Ça veut dire quoi? Ce sont des mutations qui ont été associées au risque de ces maladies. Aujourd'hui, certains GWAS ont dépassé le seuil symbolique de 1 million de participants, notamment des études d'association portant sur la taille, l'addiction au tabac ou la pression artérielle. Cette expansion est principalement due à l'intégration des échantillons issus des grands biobanques. Un laboratoire isolé ne peut pas faire une étude d'association de cette envergure. Vous allez voir aussi, bon, vous n'allez pas le voir, mais je vous le dis, que le début des GWAS, c'était aussi le début des grands consortiums internationaux où tout le monde et tous les pays mettent des échantillons ensemble pour essayer de constituer des grandes cohortes. Donc, prenons l'exemple de la taille comme seuil symbolique du million de participants. Sur la base des études des juments et des familles, on savait déjà que l'héritabilité au sens large de la taille est entre 60 et 80%. On a vu lors du premier cours qu'est-ce que ça veut dire. Et on savait aussi que l'héritabilité au sens étroit, c'est-à-dire celle uniquement expliquée par les SNP, celle qui est
héréditable, c'est-à-dire que vous transmettez à vos enfants, est d'environ 50%. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons si c'est les 40%, l'héritabilité au sens étroit, ça veut dire que si l'écart type de la taille, je vous rappelle, est de 10 cm entre nous, plus ou moins 10 cm, ça veut dire que 6 cm de la différence entre nous sont dus aux facteurs génétiques, c'est l'héritabilité de 60%, tandis que les 40% restants est dû aux effets de l'environnement. Donc, malgré tout ça, identifier précisément quels sont les SNP et les gènes impliqués dans la taille requiert des corps de grande envergure, et c'est précisément ce qu'ils ont fait ici. Ils ont analysé plus de 5 millions d'individus et ils ont identifié 12 000 signaux indépendants associés à la taille, répartis dans 7 200 régions du génome différents, en gros couvrant 21% du génome. Donc vous imaginez, 21% du génome peut être impliqué dans la taille. Pourquoi il n'y a pas autant de gènes, même si beaucoup de ces gènes ici sont impliqués, comme ils ont vu, dans le développement et la croissance. C'est là qu'on commence à parler de omnigénicité, pas seulement un trait polygénique, mais un trait omnigénique. On a un cœur de gènes probablement impliqués dans le développement et la croissance osseuse qui font partie de la base centrale génétique de la variabilité de la taille, mais il y a toute une série de gènes accessoires qui vont réguler directement ou indirectement plein de voies biologiques et qui, in fine, participeront aussi à cette variance de la taille entre nous. Et ce qu'ils ont montré, c'est que c'est ce qu'on appelle la saturation de leur étude. En gros, ils ont montré que s'ils prennent que l'héritabilité au sens étroit, ça veut dire l'héritabilité de la taille expliquée par les SNP, ils arrivent à 100%. Ça veut dire toutes les bases génétiques de la taille expliquées par les SNP, donc les mutations les changements de base dans notre ADN, est explicable par cette étude. Autrement dit, il ne peut pas y avoir d'autres SNP dans notre génome qui expliquent la variabilité de la taille. Toutefois, cette héritabilité qui se trouve à 100% expliquée par les SNP, ça ne fait que 40% ou 45% de l'héritabilité totale de la taille. Ça veut dire qu'il faut aller chercher autre chose génétique impliquée dans la variabilité de la taille. Les variants rares, les variants structurels qu'on a vus que ne sont pas pris en compte ici. Et c'est ce qu'ils ont fait dans cette étude de l'année dernière. Ils ont voulu voir dans quelle mesure les variants rares présents à moins de 1% de la population aussi vont influencer la taille. Et pour cela, ils ont séquencé le génome entier, ici, de 330 000 individus. L'intérêt de séquencer le génome entier, c'est que c'est la seule façon d'avoir accès aux variants rares, parce que les variants rares ne sont pas sur les puces de génotypage. Et l'intérêt de chercher les variants rares, vous allez, mais pourquoi ça nous intéresse les variants rares? Parce que si on revient au début, dans la courbe gaussienne de Galton, les variants rares sont connus pour être très rares, mais aussi pour expliquer les phénotypes rares, donc très petits ou très grands. Donc, l'intérêt des variants rares, c'est qu'ils peuvent, même s'ils sont rares, et même si là on parle de traits polygéniques, ils peuvent avoir des implications cliniques très importantes.
Donc, pour explorer cela, les chercheurs ils ont adopté une approche conditionnelle. Ça veut dire quoi? Ils sont, afin d'identifier que l'effet des variants rares sur la taille, ils ont enlevé de leur modèle, de leur étude, l'effet des 12 000 variants que l'étude précédente avait montré qu'étaient des variants fréquents et qui avaient un impact sur la taille. Donc, ils enlèvent l'effet des variants fréquents pour identifier que les effets des variants rares. Et ce faisant, il se trouve 29 variants rares dans la population, ça veut dire moins de 1%, mais que ces variants, ils ont un effet très fort sur le phénotype parce qu'ils peuvent expliquer de moins 7 cm à plus 4 cm de plus, presque 5 cm de plus de la taille. Comme vous voyez ici, encore une fois en rouge, ça c'est les effets de tous les variants sur la taille, et en rouge, les effets des variants qui sont rares dans la population, et vous voyez que celles qui sont rares, ils ont un effet beaucoup plus important sur la taille. Prenons maintenant un exemple d'importance médicale. Donc, l'hypertension, plus de 30% d'entre nous, les adultes, sont atteints d'hypertension, ce qui en fait un risque majeur dans les maladies cardiovasculaires. La pression artérielle présente une forte composante héréditaire et de nombreuses GWAS ont révélé son architecture génétique polygénique. Mais ce GWAS récente, donc de l'année dernière aussi, a aussi dépassé la seuil symbolique du million de participants en étudiant 1 028 000 individus issus des 3 grands consortiums. Et ils ont analysé 7,5 millions de variants génétiques fréquentes, c'est-à-dire à plus de 1% dans la population. Et donc ces analyses ont permis d'identifier 2000 signaux génétiques associés à 3 paramètres de la pression artérielle. La pression systolique, la pression ici diastolique, et ici vous avez les signaux génétiques associés à la pression de pouls, cette dernière reflétant l'élasticité des artères. Donc ce que c'est intéressant, c'est que l'ensemble de tous ces SNP associés explique environ 60% de l'héritabilité attribuable aux variants fréquents. Dans ces résultats, ils ont montré que la biologie de la pression artérielle est extrêmement complexe et polygénique. Et ce que c'est important, c'est qu'une meilleure compréhension des déterminants héréditaires de la pression artérielle pourrait ainsi permettre de mieux prédire des formes sévères d'hypertension ou des complications de l'hypertension ou le traitement des maladies cardiovasculaires. Et c'est justement l'intérêt final des études du type GWAS, c'est d'utiliser toute l'information de tous ces SNP qui sont associés à des maladies pour créer des scores de risque polygéniques. Utiliser toutes ces mutations qui sont associées, exemple, à l'hypertension, que chacune a un impact très faible sur la maladie, mais ensemble peuvent avoir un impact, peuvent vous mettre à 20-30% plus de risque et créer ce qu'on appelle des scores de risque polygéniques, PRS. Donc, comment ça marche, les PRS? Les PRS sont des indices quantitatifs qui estiment le risque génétique de développer une maladie en fonction de l'effet cumulatif des multiples variants génétiques identifiés par les GWAS. Donc, les étapes nécessaires de leur calcul. Bon, tout d'abord, il faut faire un GWAS. Et il faut avoir quel est l'effet pour les 2000 SNP de votre étude associés à la maladie pour chacun de ces SNP.
Donc vous le comptez. Vous savez que si vous êtes A pour le SNP 1, vous avez un rapport de cote de 1,5. Ça veut dire quoi? Que vous avez 50% plus de chances, je vous rappelle que la référence est 1, d'avoir risque de maladie. Si vous êtes C pour le SNP 2, vous avez moins 0,5. Ça veut dire que vous avez 50% de moins de risque. Et ainsi de suite. Après, pour chaque individu, vous regardez les génotypes, parce que c'est la combinaison de deux. Et ça veut dire quoi? Que cet individu, prenons l'individu 1 et le SNP 1, il est A, mais il est AT, donc il est hétérozygote. Donc on va compter juste une fois A. Donc l'individu 1, il est 1,5 pour le SNP A. Et comme ça, mais pour le SNP 3, l'individu 1, il est TT, il a un double. Donc on compte 2 fois, 4. Et pour le SNP 4, l'individu 1 est CC, ça veut dire qu'il n'a pas de A. Donc on ne compte pas ça, 0. Bref, pour chaque individu, c'est un exemple juste avec 4 mutations ici, vous faites un score de risque polygénique et ça vous le place dans une distribution à la fin. Et vous savez que si vous êtes l'individu 1, vous êtes ici et que vous avez un score de risque polygénique de 5. Ça veut dire que vous avez 5 fois plus de risques de développer la maladie, parce que c'est immense. Mais si vous êtes l'individu 4, vous avez 4 fois moins de risques de développer l'hypertension, on va dire. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il est largement utilisé pour estimer les risques génétiques des maladies complexes, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou certains cancers. Bien que son pouvoir prédictif varie selon les traits étudiés et les populations. Donc, contrairement aux maladies monogéniques, où la composante génétique joue un rôle majeur, c'est-à-dire vous avez delta F 508 dans le gène CFTR, vous avez développé la mucoviscidose. Les PRS, donc les scores de risque polygénique, ne peuvent pas être utilisés en clinique pour établir un diagnostic. Cela s'explique d'une part par le fait que la génétique ne rend souvent pas compte que d'une partie du risque. Évidemment, vous pouvez avoir un risque extrêmement élevé à développer l'obésité. Vous pouvez avoir un risque génétique très élevé pour développer l'obésité. Si vous mangez super bien et vous faites du sport, vous allez rester avec un IMC autour de 25, 26, 27, parce que c'est normal. Mais même si les PRS ne peuvent pas utiliser pour le diagnostic, sont extrêmement utiles pour stratifier les patients en identifiant ceux qui présentent un risque plus élevé et ceux qui présentent un risque plus élevé seront des patients plus susceptibles d'avoir une surveillance renforcée ou des interventions préventives et ceux qui ont un risque moins élevé peuvent s'en passer de ça. Donc, un des scores de risque polygénique les plus performants à ce jour a été développé pour le glaucome, une maladie caractérisée par une dégénérescence progressive du nerf optique pouvant être prévenue grâce à un diagnostic et un traitement précoce. Donc, dans une étude ici, c'est de 2020, ils ont réalisé un GWAS sur des milliers d'individus atteints de glaucome à différents stades, mais aussi ils ont étudié des photographies du nerf optique de 60 000 participants de la UK Biobank. Et ce faisant, ils ont identifié 107 régions génomiques, donc un GWAS, impliquées dans le glaucome, comme vous pouvez voir dans le fameux Manhattan Plot. Et ensuite, ils ont construit
un score de risque polygénique de la façon dont je viens de vous montrer. Et ce, pour essayer de classer les patients en fonction de leur risque. Donc, ce qu'ils ont vu, c'est que les patients, les 10% des individus qui ont le score de risque polygénique plus élevé, le 10% le plus à risque, selon leur score, coïncidaient avec des individus qui développaient la maladie en moyenne 10 ans plus tôt et qui présentaient un risque de plus de 15 fois plus élevé, parce que c'est quand même immense, de développer une forme avancée de glaucome. Donc, ce score de risque polygénique a ainsi ouvert la voie à une prise en charge plus personnalisée du glaucome, avec un dépistage et un traitement précoce pour les individus à haut risque et un suivi potentiellement moins intensif pour les patients à risque plus faible. Au cours des 5 dernières années, de nombreuses études ont été menées afin de construire des scores de risque polygéniques. Et on va voir juste un exemple dans ces 10 dernières minutes que s'est intéressé à 5 maladies fréquentes. La maladie coronarienne, la fibrillation auriculaire, le diabète de type 2, la maladie inflammatoire de l'intestin et le cancer du sein. Alors, ce que c'est important, c'est que pour chacune de ces maladies, disons, comment on arrive à faire un score de risque polygénique? D'abord, ils ont fait des GWAS sur des grandes cohortes. Une fois après, ils construisent 31 scores de risque polygénique pour chaque maladie, parce qu'il y a différentes façons de les construire. Et après, ils ont évalué quel est le meilleur score de risque polygénique sur une autre cohorte indépendante. Donc 120 000 individus de la UK Biobank. En gros, ils l'ont appliqué dans cette cohorte et ils ont vu quel est le score de risque polygénique qui s'adapte le plus à ces maladies-là dans cette cohorte-là. Et après, ils l'ont évalué encore dans une cohorte indépendante. Et une fois j'ai le meilleur score de risque polygénique pour chaque maladie, maintenant je vais l'utiliser à l'aveugle sur une autre cohorte. Et je vais voir si effectivement les plus hauts risques polygéniques que j'obtiens, qui sont des prédictions, correspondent aux malades plus malades. Et ainsi de suite. Et donc cette approche a permis d'identifier un pourcentage spécifique de la population générale présentant un risque au moins 3 fois supérieur de développer ces maladies. Par exemple, 8% de la population générale, nous, présente un risque 3 fois supérieur de développer la maladie coronarienne. 6% pour la fibrillation auriculaire, 3,5% pour le diabète de type 2, 3,2% pour la maladie inflammatoire de l'intestin et 1,5% pour le cancer du sein. Donc, le résultat vraiment intéressant est que pour cette fraction de la population générale à risque, le risque de développer ces maladies dites complexes et polygéniques est presque équivalent, voire supérieur, que le risque normalement associé aux maladies monogéniques. Ce qui montre que ces effets, les mutations mises en cause, ont des effets très marqués. Tout ça, aujourd'hui, vous pouvez le regarder sur une autre base de données, d'où l'importance des bases de données, qui s'appelle The Polygenic Score Catalog, où vous pouvez mettre ici le nom de la maladie que ça vous intéresse, par exemple cancer de sein, et va vous sortir tout sur les scores de risque polygéniques associés au cancer de sein. C'est-à-dire
les GWAS qui ont été utilisés pour les construire, les méthodes utilisées pour leur construction, les variants génétiques exacts inclus dans chaque PRS, les coefficients d'effet, etc., etc. La base d'aujourd'hui, ça je la regardais le 17 mars, donc la semaine dernière, répertorie plus de 5000 scores polygéniques pour environ 650 traits ou maladies polygéniques. Donc pour conclure, les scores de risque polygéniques émergent comme des outils de plus en plus informatifs pour évaluer les risques génétiques à l'échelle de la population et permettre donc la stratification de la population en différents niveaux de risque. Toutefois, ces scores ne sont pas toujours fiables à niveau individuel, ce qui illustre bien que, en ce qui concerne les scores de risque polygéniques et plus généralement en ce qui concerne les GWAS, les études de base génétique des maladies complexes, nous ne percevons que la partie émergée de l'iceberg. Pourquoi ? Les scores de risque génétique, les scores de risque polygénique actuels sont basés sur des GWAS à 78% conduits sur des populations d'origine européenne et en faisant, très important, l'hypothèse de l'additivité de toutes ces variantes, c'est-à-dire vous faites un score de risque polygénique et on vient de voir qu'on faisait 4, moins 5, plus 1,5, mais et si cette variante interagit avec celle-ci? Et ou quels sont les effets de dominance ou de récessivité, y compris dans les maladies polygéniques, pour chacune de ces mutations associées? N'oubliez pas que ça, on l'ignore dans les GWAS. Donc, comment les priorités à considérer aussi, c'est ne pas considérer que les SNP. On a vu que pour la taille, on est arrivé à saturation. Quid des variants rares et des variants structurels, celles qui sont en nombreuses copies dans le génome? On les ignore la plupart des fois. Les interactions entre les variants génétiques, on vient d'en parler. Les facteurs environnementaux. Est-ce que même si vous faites un super score de risque polygénique de l'obésité en Europe, on l'a vu rapidement, ça on le verra surtout la semaine prochaine, est-ce que, comme vous avez vu d'ailleurs avec Amélie Bonfond, est-ce qu'il y aura le même effet en Polynésie, avec une autre mode de vie, avec une autre nutrition? Une meilleure définition des phénotypes, une inclusion des cohortes multiethniques, on l'a vu rapidement lors du premier jour, on a vu que la plupart des études GWAS sont faites sur des études européennes, donc il faut inclure des populations d'origine géographique et ethnique diverses, parce qu'actuellement, le fait que la plupart des GWAS sont faits sur des populations européennes et de ça sont dérivés les scores de risque, fait que les scores de risque polygéniques ne sont pas transférables entre populations. Et enfin, il est crucial de mieux prendre en compte les interactions entre nos gènes et notre environnement, où on vit, ambiance rurale, urbain, forestier, ce qu'on mange qui va influencer notre microbiome, qui à la fois peut interagir avec nos gènes, et plein d'autres facteurs environnementaux, et c'est cela qu'on verra la semaine prochaine. Et je vous remercie.